Henry Kissinger, le traité de non-prolifération a maintenant 25 ans et il devrait être obéi par plus d'une centaine de pays. Néanmoins, on sait bien que le Pakistan d'un côté, l'Irak de l'autre, Israël, bien d'autres pays ne le respectent pas. Et cette prolifération est évidemment un danger. Comment croyez-vous qu'on peut la prévenir? Je pense que ce traité ne sera jamais appliqué s'il n'est pas limité dans le temps. À nouveau, je comprends ce que souhaiterait notre administration, mais il vaudrait beaucoup mieux pour nous le signer pour 15 ou 20 ans et voir quelle sera alors la situation. Théoriquement, on devrait arriver à construire un système international pour le contrôle des armes nucléaires. Mais ça ne résout toujours pas le problème des pays qui n'ont pas l'arme nucléaire par rapport à d'autres qui l'ont. À moins qu'on puisse tous les soumettre à un contrôle international fiable, mais je serais bien incapable de dire ce que celui-ci pourrait être. Je pense donc qu'il faudrait poursuivre la politique actuelle. Elle ne pourra pas aboutir à long terme, mais chaque décennie de gagner, ce sera toujours ça de prix. Comme nous avons gagné du temps, grâce à vous, grâce à votre action. Comme on a gagné du temps, de mon fait ou pas. Eh bien, merci, Henry Kissinger, d'avoir répondu à nos questions. Jutta Scherer, vous reconnaissez votre maître, car vous avez été son élève à Harvard. Pourquoi l'avez-vous choisi? À l'époque, j'étais dans le centre de recherche des études russes et toutes les conférences auxquelles j'assistais portaient sur la guerre froide et visaient à classer les systèmes en système démocratique, libéral ou marxiste-léniniste. Or, Henry Kissinger, qui donnait des cours en politique étrangère, m'a particulièrement fasciné précisément parce qu'il insistait beaucoup sur l'histoire de l'Europe au XIXe siècle, qu'il avait su en analyser les tenants aboutissants du point de vue des rapports de force et qu'il essayait vraiment de donner des explications d'historien en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, et ce, très loin de toute idéologie et en s'appuyant sur les faits historiques. Au fond, ce que Henry Kissinger a d'exceptionnel dans l'histoire, c'est que c'est peut-être, à ma connaissance, le seul historien qui ait puisé de l'étude de l'histoire une théorie sur la pratique que devraient avoir les hommes politiques et qui ensuite l'a appliquée lui-même comme homme d'État quand Kennedy d'abord, mais surtout Nixon, l'ont appelé à ses côtés. Et ça, je crois qu'il n'y a aucun exemple. Si vous voulez, maintenant, on va revenir au 8 mai, exactement à la défaite de l'Allemagne, et on va voir en premier des actualités polonaises sous l'égide de l'Union soviétique, bien entendu, c'est le comité de Lublin qui gouverne la Pologne à cette date. Et pourquoi polonaise? Bien parce que c'est elles qui vont nous faire entrer dans la capitale et que vous avez pu peut-être rencontrer quand vous étiez enfant. Nie brakło jeszcze Niemcom amunicji i ludzi do obsługi karabinów maszynowych. Ale Stalin nie sięgnął po gorzki chleb bohaterstwa. Nie stał się ani Stalingradem, ani Warszawą. Skonał śmiercią tchórzów. Ci ludzie widzieli śmierć niejednego miasta w Europie. Ilu z nich polewało benzyną warszawskie kościoły. Teraz patrzą na śmierć własnej stolicy i bankructwo własnego narodu. Koniec.
Naczelny dowódca wojska polskiego, generałów i oficerów sztabowych na ulicach niemieckiej stolicy. Tu stał Reichstag, którego mury słyszeli, jak w roku 1939 Hitler rzucił światu wyzwanie do wojny. Stąd wychodziły na świat rozkazy Führera, wyroki śmierci na ludzi, miasta, narody, całe państwa. Kolumna zwycięża. Nie zniszczyły jej angielskie bomby lotnicze ani artyleria sowiecka. Berlin skapitulował, a ona trwała. Niemcy padli na kolana, a niemiecka bogini wojny wieńczy laurem skronie nowych zwycięzców. Marszałek Żukow, zdobywca Berlina. A oto kapitulanci. 8 maja delegacja niemiecka z marszałkiem Keitlem na czele podpisała akt bezwzględnej kapitulacji III Rzeszy wobec państw sprzymierzonych. Śpiżowa muzyka dzwonów obwieściła Europie, że wojna zakończyła się zwycięstwem słusznej sprawy. Na raz jeszcze zamanifestowało się zaszczytne braterstwo żołnierza polskiego z żołnierzem armii radzieckiej. Braterstwo uświęcone wspólnie przelaną krwią i wspólnie odniesionym zwycięstwem. Dzień następny stał się w Polsce, podobnie jak w całym świecie, radosnym świętem zwycięstwa. W Warszawie, w Łodzi, we wszystkich zakątkach wyzwolonego kraju defilowali Polacy pod transparentami, które wieściły światu, że Rzeczpospolita pragnie budować swą przyszłość w duchu pokoju i wolności. Kwiatami i wrzawą serdecznego entuzjazmu witał naród zdobywców Berlina i epokę niepodległości, Armię Polską. Warszawa, nieśmiertelna stolica odrodzonego państwa, uczciła pierwszy dzień pokoju salwą na cześć zwycięstwa, na cześć wolności, na cześć nowego życia, które dźwignie się na ruinach przeszłości. Jutta Scherer, l'entrée des troupes polono-soviétiques dans Berlin, bien sûr, vous étiez trop petite, mais aujourd'hui, quelle impression ça vous fait? Je dois dire que je suis très étonnée car je n'avais jamais vu ce document et je dois avouer à ma grande confusion que j'ignorais tout à fait que les Polonais, sous l'égide des Soviétiques, avaient pénétré dans Berlin. Donc quelques années plus tard, et c'était obligatoire dans la zone d'occupation soviétique, j'ai donc vu le film de Bondarchuk sur la chute de Berlin. J'ai même dû le voir 3 fois. Ça a été ma première source d'information sur la chute de Berlin. C'était un film soviétique. Bien entendu, on avait l'armée de libération soviétique au premier plan et bien entendu, on montrait avant tout les lourdes pertes soviétiques. Ensuite, lorsque j'ai quitté cette région, j'avais 7 ou 8 ans, j'ai commencé à pleurer. Ma mère m'a dit « Mais comment peux-tu pleurer sur les Russes, sur les Soviétiques ?» C'était un petit peu curieux, mais en fait, ça n'était pas ressenti comme libération, mais comme honte, comme défaite pour l'Allemagne. Si vous voulez, on va voir maintenant les actualités françaises qui ont un ton aussi très triomphaliste comme les actualités polonaises, et on retrouvera la voix de Pierre Blanchard qu'on avait déjà entendue lors de la libération de Paris.
Il a fallu 5 ans pour en arriver là. 5 ans de nuit noire. Et c'est avec le sang des hommes et les pleurs des femmes qu'on a payé ce mot-là, victoire. Déjà depuis 15 jours, l'Allemagne n'est plus qu'une terre vaincue. La preuve, c'est à Torgau, la première jonction russo-américaine. La preuve, c'est, jour après jour, les nouvelles rencontres alliées sur toute la largeur du territoire, maintenant traversées de part en part. Toutes les routes s'ouvrent devant les armées victorieuses. Dans leur marche, elles ne rencontrent maintenant que des drapeaux blancs, que des populations passives, prêtes à tous les abandons et à toutes les collaborations. Où sont les nazis? Ils ont renié leur Dieu. Une nouvelle fois, dans le cours de son histoire, le peuple allemand accepte la défaite. De toutes parts, la Wehrmacht s'effondre. La formidable machine de guerre tombe en pièces. Ces hommes, partis sur les routes d'Europe un jour de 1939 pour la conquête du monde, on les retrouve sur les routes d'une patrie qui se réduit d'heure en heure. Des orgueilleuses divisions, il ne reste qu'une foule qui vient d'elle-même demander ses prisons. Des pans entiers de la gigantesque construction du militarisme allemand s'abattent tout d'une pièce. On s'était rendu par compagnie, on se rend par division. Et les Alliés ne savent plus comment dénombrer ces foules immenses où se rencontrent 3 générations. L'armée allemande n'est plus qu'une horde de captifs. Berlin tombe sous les coups répétés de l'armée rouge. Berlin, ce qui avait été Berlin, car Berlin est mort d'avoir été la capitale de Hitler, celle du militarisme prussien. Le nazisme tue et brûle ce qu'il touche. En même temps, les armées alliées pénètrent dans Munich. C'est là qu'Hitler s'est fait chef de bande avant d'être chef d'État. C'est là, dans cette brasserie, que le nazisme est né, là qu'Hitler se fit inscrire comme 7e membre d'un parti qui devait mettre le feu au monde. Et Berchtesgaden voit arriver des soldats français sous le commandement du général Leclerc. Les derniers SS ont brûlé la résidence où leur fureur combinait ses coups et convoquait ses victimes. On n'invitera plus à Berchtesgaden. Et les événements se précipitent. On annonce coup sur coup la mort des 2 dictateurs. Mais si le cadavre de Mussolini a été offert au crachat du peuple italien, l'autre figure s'est enfoncée dans l'ombre. C'est la fin. Les armées allemandes qui tenaient encore en Italie se rendent sans condition. Les 2 représentants du général commandant les armées du Sud-Ouest et du général commandant suprême des SS et de la Gestapo en Italie apportent au général Morgan la capitulation d'1 million d'hommes. Le premier pas vers la déchéance est accompli. Aussitôt, la Lombardie se réveille de son mauvais sommeil. Les troupes alliées entrent dans des villes qui retrouvent la vieille tradition italienne de la liberté. Était-ce des alliés de l'Allemagne, ces hommes et ces femmes qui accueillent les vainqueurs comme des libérateurs? Si au compte de ce peuple, il y a des crimes, souvenons-nous qu'il y a eu aussi des tenants de la vieille tradition que les voies fascistes n'ont jamais couverte. À la capitulation du front italien en succède une autre. Au nord-ouest, les Anglais avancent rapidement vers Hambourg et Kiel.
tombe entre leurs mains avec ces immenses chantiers d'où sortaient les flottilles de pirates sous-marins qui essayèrent sur les routes de la mer de gagner la guerre pour Hitler. Et devant l'attente qu'il a suivie depuis les sables de Libye jusqu'aux terres molles de Hollande, le maréchal Montgomery reçoit la capitulation des forces allemandes du Nord-Ouest que lui apporte l'amiral von Friedenburg. Capitulation sans condition, qui laisse prisonnière une armée d'1 million d'hommes et libère la Hollande et le Danemark. Dans le désordre allemand, une nouvelle figure a surgi. L'amiral Dönitz, à qui Hitler, mort ou vivant, a abandonné le commandement suprême. Et Dönitz offre la capitulation sans condition de l'Allemagne. Elle est signée à Reims le 7 mai, dans une salle d'école, devant les représentants du haut commandement interallié, par le général Jodl, accompagné de l'amiral von Friedenburg. Cette fois, c'est bien fini. Le rideau tombe. Français, avec nos alliés anglais, américains et russes, nous signons la fin de la tragédie. Et notre récompense. Et le général Eisenhower peut dire, je pense qu'il est particulièrement symbolique que la reddition ait été signée au cœur de la France, ce pays qui a tant souffert, ce pays où nous avons débarqué en juin dernier et dont les forces armées et les mouvements de résistance nous ont tant aidés. The country in which this invasion force landed last June, and the one in which the forces and resistance movements have helped us so much. Reims est le nom de la justice, Berlin est le nom du châtiment. 2 jours après les signatures de Reims, le maréchal Tedder, représentant le général Eisenhower, arrive à Tempelhof pour présider aux côtés du maréchal Zhukov à la ratification de la reddition. Il y est suivi par le général Delattre de Tassigny, venu représenter l'armée française. Et c'est là qu'arrive presque en même temps le maréchal Keitel, chef d'état-major de Hitler. Une salle de l'ancienne académie militaire. Zhukov et les alliés d'un côté, de l'autre, Keitel et ses acolytes, l'amiral Friedenburg et le général d'aviation Stumpf. Drame à 2 voix. Zhukov demande, êtes-vous prêt à signer? Keitel n'a qu'un mot, ya. Et il y a un terrible silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Comme c'est silencieux, l'abdication d'un peuple. Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale. Keitel regarde, il est prussien, il pense à Iéna, il pense à Rotonde, il pense qu'il y a encore une fois un nom français au bas de ce papier et qu'une signature, c'est un destin qui se ferme. Et soudain, un silence énorme couvre l'Europe. Les canons se sont tus et ce silence s'emplit d'une rumeur, celle du pas des soldats, de ceux qui vivaient casqués depuis des années et qui simplement, humblement, ont fait la guerre avec leurs pauvres mains et leurs pauvres vies. Et derrière cette rumeur, il y a des présences sensibles, des visages familiers dont on fera des images saintes et des légendes, les visages de ceux qui ont joué la victoire pour les hommes de leur pays. Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël, la naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Et une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel.
passé qu'une grande joie nous est donnée et que ce qui nous est rendu, ce n'est pas seulement l'absence de la crainte et l'absence du danger, mais cette chose pathétique et merveilleuse qu'est l'espérance. Aujourd'hui, nous avons le droit de compter sur demain. Nous avons le droit de croire à demain. Nous avons le droit de regarder les yeux des enfants. Sur les dépouilles des fascismes, la notion de l'homme retrouve ses droits. Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie. Le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres. Cette joie immense monte comme une mer vers l'étoile. Et le général de Gaulle va, dans cette foule délivrée, parler au nom de tous, à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent, sous la voûte des victoires. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires cette victoire déjà gagnée en 1918 et qu'on a mutilée, cette victoire nouvelle que cette fois il faut garder intacte. Oui, Uta Scherer, cette immense joie a bien existé, mais c'était une immense joie pleine de larmes. C'était pas du tout comme à la libération de Paris, en août, quelques mois plus tôt. En août, il y avait un grand espoir, mais entre le mois d'août et le mois de mai, on a vu que les déportés ne sont pas revenus, on a connu les crimes horribles que l'Allemagne a commis, et les larmes, je crois, dans nos souvenirs, l'emportent sur l'allégresse. On va voir maintenant, si vous voulez bien, les actualités britanniques. Victory in Europe. In the hour of triumph, let us salute those who made this moment possible. With thankfulness in our hearts and pride in our faces, pride in those who lived and died to bring this day about, we salute the men and women of Britain. Salute to our allies from beyond the sea,
to those who, like ourselves, speak the tongue that Shakespeare spake and must be free or die, and to the great nation whose soil proved a graveyard for the Nazi dream of world domination. To the men at home who found time amid the day's work to protect our island from the threat of invasion. And the women who shared the burden equally with their menfolk. Honor to those who planned the enemy's overthrow, the architects of victory, Eisenhower, Montgomery, and Tedder. From Bomber Harris and Cunningham of the fleet, turn to those nameless thousands who limped back from the agony of Dunkirk. Theirs was the courage that refused to recognize defeat, though it stared them in the face. They and the few, the glorious, unforgettable few of the Battle of Britain. Men whom numbers could not daunt, who clawed the enemy out of the sky and were Britain's living shield in the months when she stood alone and seemingly defenseless. The years may heal the scars that war burnt into the face of Britain, but time will not wash away the memory of those days when death and flame rained from the skies. First time in our history, Britain has survived a flood which overwhelmed Europe. Germany sought to break our power at sea, but British ships, big and little, sailed on in defiance of the worst their enemies could do. Losses were heavy in those black days after Dunkirk, but through it all shone the spirit of a nation reared to call the sea its own. The turning point, El Alamein, October the 23rd, 1942. The British Eighth Army won undying glory in a fight which history will number among the decisive battles of the world. Here began the mighty advance, which was to lead through Tunis to Sicily and Rome. After Alamein, the grand strategy of victory unfolded irresistibly. The great news came that the British and Americans had invaded North Africa. The outer defenses of the enemy's stronghold had been breached. Daring all, we had assailed his fortress in what was, till then, the greatest seaborne operation of its kind. But all this was only a shadow of what was to come. Began to be on everybody's lips. D-Day. When would it happen? The world waited. On June the 6th, 1944, came the answer. The most momentous military operation in all history had been launched. On that day, when we and our allies staked everything on success, the world saw proof that the ancient spirit of Britain lived on. Has ever fought more steadfastly from the apparent certainty of defeat to absolute victory. Irresistibly, we and our allies swept on. The Nazis were reeling, but not yet down to the count. Then came the great moment. The Rhine had been crossed,
Allied paratroops descended in their thousands on the far side. Germany's national river, symbol of all things German, had become a broken sheep. After the Rhine, nothing remained to the Nazis but despair and headlong flight. The Allies crashed on to the historic link-up with the Russians, sweeping across the fatherland from the east. Germany had been cut in half. Victories such as ours are not bought without a grievous price in sorrow. On battlegrounds in every part of the world, silent memorials mark the resting place of those who will not return. Thousands more will long bear the marks of war. But there is great rejoicing yet to come for those whose loved ones will be returning to rebuild their interrupted lives. In the British Commonwealth, America, Russia, and many lands throughout the world, millions wait for the men coming home, no longer on short leaves, but for good. Theirs has been the major contribution to this great victory. Sharing the gratitude of the humblest among us stand the great leaders of our nations, who did not spare themselves, preferring freedom for mankind, even to life itself. Finally, we pay tribute to that great Englishman who inspired us to achieve the impossible. When the trials of war are forgotten, we shall still remember his famous sign, which, from a gesture of defiance of the enemy in those days of blood, sweat, toil, and tears, became the symbol of victory. The closing chapter of the war in Europe. Unforgettable moments which must not go unrecorded in our newsreel history of World War II. First, we look back to that momentous day a short while ago when British and Russians linked up near Weismar. The war was virtually over when this exciting event took place. How do you do? How are you, pal? You're one of Joe Stalin's soldiers, and I'm pleased to meet you. We've both come a long way together, and we've done... Красная армия очень довольна тем, что наши союзники также били врага, как и мы. Very good. What does that mean? Eh? What does that mean? How do I know? How do I? Well, we can't put Linger and cut the same way together, can't we? Yes. Well, all the best, old man. I'm very, very glad to have met you. Very glad indeed. Благодарим вас за помощь, которую оказали вы нам в войне против гитлеровской Германии. Thank you very much. We don't understand the language, but we mean the same thing. Lüneburg Heath, Germany, May the 4th, 1945. In an old and tattered tent, there occurred the greatest battlefield surrender of this or any other war. The instrument of Germany's unconditional surrender was signed. Said Monty, "If you don't agree, I shall go on with the war and be delighted to do so." But the Germans sat down, and having read out the terms of capitulation, Field Marshal Montgomery gave his orders. The German delegation will now sign this paper, and they will sign in order of seniority, and General Admiral von Friedeberg will sign first. Now, General Kinsall will sign next. Rear Admiral Wagner will sign next. Colonel Pollack will sign next. And Major Clyde will sign last.
Now I will sign the instrument on behalf of the Supreme Allied Commander, General Eisenhower. Seven clauses, and no mere scrap of paper. Clause 2 is tapped out by Morse, the signal for the ceasefire, which reads, all hostilities on land, on sea, and in the air by German forces to cease by 0800 hours. Well, choppies, it looks like it's over for us. So just pack her up and hand it back to the quartermaster. You really got it. Field Marshal Montgomery, fresh from his great triumph, sends a message to his troops. On this day of victory in Europe, I feel I would like to speak to all who have served and fought with me during the last few years. I would ask you all to remember those of our comrades who fell in the struggle. They gave their lives that others might have freedom, and no man can do more than that. I believe that he would say to each one of them, well done, thou good and faithful servant. We must remember to give the praise and thankfulness where it is due. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. It has been a privilege and an honor to command this great British Empire team in Western Europe. I thank each one of you from the bottom of my heart. And so, let us embark on what lies ahead, full of joy and optimism. We have won the German war. Let us now win the peace. Good luck to each one of you, wherever you may be. Cheers bridged the English Channel. Britons, impatient for the official signal to celebrate, jumped the starting gun on Monday night when notice of capitulation waited upon Whitehall, Washington, and Moscow. VEE began it, and for days afterwards, Londoners packed city streets and squares. The idea was to make a noise, and this is it. The crowds by the acre in this bubbling over of a nation's joy and thanksgiving. It had been a long wait for the chance to let off steam. So exuberantly did the people of Britain rejoice in victory that it would be impossible in this edition of our newsreel to picture it adequately. In our next issue, we plan to present the full and glorious story of Britain's greatest public holiday in celebration of peace in Europe. Jutta Scherer, votre impression devant ces actualités britanniques? Je dois dire que parmi toutes les actualités que nous avons vues jusqu'à présent, il m'a semblé qu'il s'agissait des actualités les plus équitables, les plus humaines, les plus pudiques. Elles montrent notamment les différentes étapes très difficiles de la guerre. Il n'était pas évident d'ailleurs que cette guerre serait remportée. On montre également les femmes qui ont contribué à ce que la victoire soit réalisée, des femmes qui se sont sacrifiées et qui ont contribué
contribué à la victoire. Et je dois dire que j'ai été très impressionnée. Également le ton de Montgomery lors de son allocution d'adieu. Il lance un appel en faveur d'une nouvelle vie et c'est sincère et c'est très beau. Oui, il y a aussi deux faits qui sont frappants. D'abord, c'est le fait qu'ils ne disent pas un mot de la guerre qui va continuer contre le Japon. Ils l'ont oublié, et pourtant elle va continuer. Eux, les Américains, en avaient parlé. Et puis il y a autre chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est un tout petit peu moins heureux que tout le monde dans cette grande victoire, c'est Churchill. Le soir, il dit à son médecin, « J'ai peur pour les prochaines élections, je n'ai plus rien à dire à mon peuple. » Si vous voulez, maintenant, on va voir des activités soviétiques. Elles ont été faites quelques jours plus tôt et elles fêtent communément, ensemble, si j'ose dire, la victoire et le 1er mai. Солнце Первомая, солнце победы вставало над Москвой, над всей нашей великой страной. Уже сочтены дни и часы гитлеровской Германии. Уже водружено советское знамя над центром Берлина. А в центре Москвы, на Красной площади, перед великим Сталиным проходили войска, покрывшие себя бессмертной славой, славой победителей. Славные балтийцы. Они стояли насмерть в дни блокады. Вместе с Красной армией они победили в битве за город Ленина. Вместе со всей страной они слушали в этот день первомайский приказ Верховного Главнокомандующего. Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжелые времена обороны Ленинграда. Но подвиг балтийцев не забудется никогда. Черное море, свидетель жестоких сражений, свидетель разгрома сухопутных и морских сил врага. Здесь каждый корабль – победитель. Первомайский приказ товарища Сталина огласил черноморцам их командующий флотом адмирал Октябрьский. И начался парад. Парад героев Севастополя, Одессы, Новороссийска, Крыма. Много бед испытала в этой войне столица Украины. Сегодня на ее улицах яркое первомайское торжество. Глава украинского правительства товарищ Хрущев, знатные люди республики, тысячи киевлян принимали парад участников исторических ныне сражений. Сражений за Днепр, за Днестр, за нашу советскую Украину. Военных 1 мая отмечала столица Грузии трудовыми подвигами во имя победы. Люди стояли в этот день в цехах, у станков и машин. 1 мая 1945 года
трудящиеся Тбилиси встречали на улицах своего прекрасного города. Бывшие партизаны, колхозники и колхозницы из села Гостомель на Киевщине встречали Первомай в своем подшефном военном госпитале. На славу потрудились колхозные поварихи, готовя угощения для дорогих воинов. И без конца звучали тосты за наших славных маршалов, генералов, офицеров и бойцов, за Красную армию, за победу, за великого Сталина. От варшавских предместий к центру польской столицы протянулся людской поток. Больше 100 тысяч варшавян собрались 1 мая в центре города на Театральной площади. Польский народ горячо приветствовал свое правительство, народных избранников освобожденной Польши. Без конца раздавалось приветствие в честь победоносной Красной армии, в честь великого маршала Сталина. Столица освобожденной Словакии. Этот день совпал со всенародным торжеством. Земли Словакии окончательно очищены от немецких оккупантов. Слава Красной армии освободительницы! Премьер-министр Чехословакии господин Фирлингер поздравил народ со светлым днем, с праздником свободы и победы. Всеобщим ликованием отметила 1 мая столица Австрии, старая добрая Вена. Только накануне, впервые после 7 лет германского владычества, над зданием парламента был поднят национальный флаг. Австрийская республика снова обрела свою независимость, получив ее из рук Красной армии. Так выглядела в этот день столица демократической ныне Финляндии. Многочисленные демонстрации, праздничные толпы народа заполнили улицы.
Это была самая оживленная и радостная встреча 1 мая в истории этой северной страны. «50 тысяч демонстрантов собрались на самом большом стадионе города. На центральной площади у памятника тысячелетия Венгрии в этот день состоялся многолюдный первомайский митинг. Давно уже эта площадь не видела такого множества людей, такой массы ликующего народа. Перед народом выступил Матиас Ракоши, коммунист, борец за свободу и независимость Венгрии. Освобожденные Красной армией страны и народы Европы вместе с великим советским народом радостно праздновали этот исторический день. Jutta Scherer, on vient de voir ces actualités soviétiques et il fallait avoir l'âme communiste chevillée au corps pour ne pas s'apercevoir que le commentaire triomphaliste qui parle de la joie des peuples libérés par l'armée soviétique, ce commentaire ne correspond pas du tout aux images. Ni les Slovaques, ni les Polonais ne sont heureux de cette, entre guillemets, libération, alors que dans les actualités françaises qu'on a vues auparavant, les Italiens, eux, étaient vraiment allègres quand ils ont vu arriver les Anglais et les Américains. Alors je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, en Union soviétique, ou plutôt en Russie, comment se présente la commémoration du cinquantenaire ? Je dois dire que le problème, c'est qu'il n'y a plus d'Union soviétique. Mais la guerre était une guerre soviétique menée par des peuples soviétiques. Et aujourd'hui, pour la commémoration, on a beaucoup hésité. Qui devait parader, défiler et sous quelle forme? Les Ukrainiens, par exemple, préféraient défiler dans leur propre république, à Kiev. Quant aux Baltes, qui avaient été invités à cette commémoration, eh bien, ils sont en train, à l'heure actuelle, d'ériger des monuments aux morts pour leurs compatriotes qui ont été tués par les Russes. Et je crois même que les Estoniens refusent qu'on leur donne des médailles parce qu'elles sont écrites en russe. Non seulement les Estoniens et les habitants des pays baltes, mais les Russes blancs et les Ukrainiens, ainsi que les peuples des républiques asiatiques, ne veulent absolument pas recevoir de Yeltsin, homme russe, d'un État russe, une médaille russe. Et alors, en Russie même, je crois qu'il y a des conflits qui portent sur le sens de la victoire. Vous nous avez apporté un journal, les Izvestia, où on voit quelque chose d'étrange. Expliquez-nous ça. Les libéraux, les démocrates et leur presse ne veulent plus que l'on célèbre les guerres et que l'on célèbre d'une manière pompeuse la fin de la guerre. Ils montrent une carte de l'Europe dans les Izvestia avec les tombes russes, les tombes soviétiques. Or, pour la plupart des soviétiques qui ont été enterrés en Europe, on ne connaît même pas leur nom. Ils sont anonymes. Et donc, les démocrates lancent un appel pour qu'on utilise l'informatique pour faire la nomenclature de tous ces Russes qui sont tombés, afin que les familles puissent accéder à des informations. Et en même temps, de l'autre côté, je vois la propagande fasciste qui se développe librement à Moscou au nom de la glasnost. Exactement, sur la même page, on voit une reproduction avec des extraits de Mein Kampf et d'ouvrages de Goebbels. C'est le fruit de la perestroïka et de la glasnost. Et les
l'attente des intellectuels aujourd'hui, mais pas seulement des intellectuels, mais de tout Russe qui a un sens moral, espère que Yeltsin va signer un décret qui interdira la publication d'ouvrages fascistes sur le sol russe. Événement fort tragique lorsqu'on pense à ce qu'a été cette guerre. J'ai deux questions à vous poser, une sur la Russie actuelle et une sur l'Allemagne maintenant. En Russie, finalement, aujourd'hui, qui l'emporte dans l'opinion publique? Ceux qui jugent que cette victoire a été une grande victoire ou ceux qui jugent que, finalement, elle a abouti au renforcement du régime stalinien totalitaire? Ça, c'est pour la Russie. Et alors, en Allemagne, que pense-t-on aujourd'hui de cette commémoration? L'Allemagne aujourd'hui a un double problème. Les Allemands de l'Ouest considèrent cette guerre comme une libération. Mais par contre, pour les Allemands de l'Est, ça n'est pas si évident que cela, parce que la libération de 1945 a été réalisée par les soviétiques qui ont ensuite créé une nouvelle dictature en Allemagne de l'Est. Et dans l'ex-République démocratique allemande, je dois dire que tout le problème de la responsabilité, de la culpabilité de l'Allemagne nécessitera un travail beaucoup plus long parce que les questions ont été posées très tardivement en ce qui concerne leur rapport avec la guerre et la responsabilité du peuple allemand. Mais comment les Allemands de l'Ouest peuvent-ils considérer que ça a été une libération, cette défaite et ce 8 mai? Eh bien, pour la raison suivante, 50 années d'histoire, l'influence des alliés occidentaux, l'exemple des démocraties en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis ont joué un rôle en Allemagne de l'Ouest. Et à cela s'ajoute bien entendu le fait que bon nombre de ceux qui ont fait la guerre ne sont plus en vie de nos jours. Si vous me permettez, j'aimerais conclure avec une anecdote qui n'en est pas vraiment une. L'écrivain russe Daniel Granin, qui a lui-même participé à la Deuxième Guerre mondiale, s'est rendu l'année dernière sur invitation en Allemagne et il a rencontré dans un lycée de Berlin-Ouest des lycéens. Et ces lycéens lui ont dit la chose suivante. Nous autres, Allemands, pendant la guerre, nous étions du côté des alliés occidentaux contre les soviétiques. Granin était absolument stupéfait et il a parlé avec les pères de ces gamins et les pères ont répondu à moitié ironique, à moitié sérieusement. Eh bien, c'est ce qu'il en est. Au bout de 50 ans, nous sommes, nous, Allemagne, victorieux. Eh bien, écoutez, je crois que cette vision de l'histoire de l'Allemagne a quand même besoin d'être corrigée. Grâce à vous, on va s'y efforcer. Merci, Jutta Scherer. Bientôt, Histoire à parallèle continue avec une autre émission qui porte alors sur l'Extrême-Orient. Il est temps d'en parler à nouveau.